Bonjour. Bonjour et bienvenue. Je me présente, Nathalie Pépin. Entraide Bécancour vous accueille aujourd'hui pour une toute nouvelle activité, le Café Causerie. Le Café Causerie, c'est un moment d'exception, c'est un moment d'échange. On pose des questions, on discute, on crée des liens, on s'informe. Alors, nous accueillons aujourd'hui une personnalité très inspirante qui détient une unicité remarquable, M. Maurice Richard. Alors, Maurice nous parlera de l'impact de la récession sur notre vie ici à Bécancour. C'est vraiment un sujet d'intérêt. Et tout ça autour d'un bon café commandité par Tim Hortons et des gâteries, une gracieuseté de la boulangerie La Gertrudoise et Métroplus Saint-Grégoire. Alors, je vous souhaite un bon moment et j'en doute pas, accompagné de Maurice Richard. Nathalie, ça me fait grand plaisir, de l'invitation. Je salue d'abord Entraide Bécancour, qui est un organisme nécessaire chez nous depuis plusieurs années, avec une clientèle, c'est assez étonnant quand même, un organisme qui n'a pas de problème de clientèle. Ta clientèle ira en augmentant, inévitablement, malheureusement peut-être, mais inévitablement. Donc, mes salutations et mon grand respect à ton conseil d'administration et aux bénévoles qui s'impliquent dans Entraide Bécancour. Premièrement, saluer votre travail. Bravo, félicitations pour ce travail. Salutations spéciales, Monsieur le curé. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on n'a pas toujours des curés en stock, là, actuellement. On n'a pas un inventaire trop grand de curés en région. Alors, félicitations pour ton travail, quelqu'un qui est très près des gens. Je me permettrai 3 personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans la construction de la ville de Bécancour. 3 personnes qui ont siégé au conseil municipal avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Raymond Cormier, qui est encore relié, si j'ai bien compris, il est à Chaland. En fait, il est relié à Patrimoine Bécancour. Merci Raymond de ce travail que tu affectionnes au niveau de notre histoire. Henri Boudreau, résident du secteur Gentilly. Henri, avec qui j'ai eu le plaisir de siéger. Henri, qui a été aussi collègue à la Société d'État, parce qu'il a présidé le conseil d'administration du parc industriel de Bécancour. Fernand Croteau. Fernand, qui a été promaire et qui a été durant quelques mois aussi maire de la ville de Bécancour, au moment où moi, on venait de me nommer comme directeur général de la Société d'État, le parc de Bécancour. Ça fait grand plaisir de saluer 3 de ces ex-collègues de travail pour bâtir Bécancour. Maintenant, quand on m'a demandé de venir à une conférence sur Bécancour, j'ai dit, bien, ça ne peut pas être le parc, parce que maintenant, je suis plus PDG du parc. Un des prochains cafés rencontres, on va faire venir Donald Olivier, qui est mon successeur, très compétent, un gars qui est originaire de Gentilly, un gars qui est originaire de chez nous, ingénieur de profession, connaît bien le milieu, demeure à Deschaillons, un gars avec qui j'ai le plaisir de continuer à travailler, parce que contrairement à ce que plusieurs d'entre vous peuvent penser, je ne suis pas à ma retraite, là. Pas du tout, et je ne veux surtout pas l'être. Alors, je suis officiellement 2 jours semaine au bureau au parc, comme conseiller spécial auprès du nouveau PDG, M. Donald Olivier, et je suis aussi sur appel, un peu comme une bibliothèque sur roue. Mais je ne veux pas être un influenceur, c'est pas ça mon rôle. Il y a un moment dans la vie où on devient un passeur d'informations, un passeur d'histoire, de comment ça s'est passé, comment ça se fait qu'on est rendu là, dans certains cas. Alors, l'expertise que j'ai me permet de servir d'instrument, dans le bon sens, pour plusieurs personnes. C'est à l'avantage du gouvernement, c'est à l'avantage du parc, c'est à l'avantage du nouveau PDG, et c'est à mon avantage à moi, parce que ça me plaît. Là, je suis rendu à un moment où
Plusieurs d'entre vous, vous êtes à ce niveau-là. Si ça ne vous intéresse pas, vous dites non. Vous n'essayez pas de faire une gymnastique, ça apparaît dans votre face, puis vous dites non. Ça ne vous intéresse pas. C'est clair? Alors, moi, c'est la même chose pour moi. Si Nathalie, quand elle m'a demandé ça, ça ne m'avait pas intéressé, j'aurais dit non. Mais au contraire, ça me plaît probablement de vous revoir. La grande majorité d'entre vous, on se connaît. Tantôt, quelqu'un disait, je demeure au HLM. OK, HLM, on a participé à les bâtir à partir des années 71 dans la ville de Bécancour. Alors, c'est tout un défi historique, ce qui se passe à Bécancour. Maintenant, il y a toute une étape qui arrive. L'étape qui arrive à Bécancour, c'est que faut revenir à l'histoire. Comment se fait-il qu'à Bécancour, on soit l'une des 2 premières villes fusionnées au Québec, en 1965, en même temps que Ville de Laval? Les 2 premières villes fusion, quand ils ont inventé le mot, là, c'est Bécancour et Ville de Laval, en 1965, par un ministre qui s'appelait Pierre Laporte. Et pourquoi on a fait une ville fusion à Bécancour? C'est que le premier ministre Jean Lesage avait décidé de bâtir la SIDBEC, la sidérurgie québécoise. Une histoire que je raconte. L'avantage qu'il y a dans des histoires, c'est que tu as le droit de romancer. Puis d'une fois à l'autre, tu peux en ajouter, tu mets un peu de couleur, puisque j'ai un côté artistique, j'ai une palette qui est assez large, et je ne suis pas tellement fort sur les beiges puis sur les bruns là, plutôt en couleur. Alors, dans les années 60, 64, 63, 64, Jean Lesage mandate des petits génies, évidemment, des ingénieurs, à regarder entre Montréal et Québec quel serait le meilleur endroit pour bâtir une industrie lourde. On ne parle pas de parc industriel. On parle d'une entreprise, la sidérurgie québécoise. Ça fonctionne. Les petits génies reviennent auprès du boss, du premier ministre, ils disent « Hey, boss, on a trouvé la place idéale. » Par contre, pas chanceux. Ah bon? Pas chanceux? Pas du bon côté du fleuve. Ah bon? Ça va vous coûter un pont. Alors, Jean Lesage a dit « OK, pourquoi à Bécancour? C'est parce que le roc est à 1 mètre du sol, c'est mi-chemin entre Montréal et Québec, c'est pas où les oiseaux tournent, c'est pas trop loin, c'est pratique, mais les votants puis les populations de travailleurs sont l'autre bord du creek, sont à Trois-Rivières. Donc, Lesage dit « OK, je veux absolument, c'est pas trop loin, ça se tient, il y a un assez bon réseau autoroutier, c'est mi-chemin entre Montréal et Québec. Donc, OK, on achète les terrains, et on enclenche la construction du pont, qui en passant a été inauguré, parce qu'il y a quelques années à retenir, là, en 67, novembre 67, le pont se rejoint dans le milieu du fleuve. Surprise, en 66, Jean Lesage, soyons positifs, Daniel Johnson, père, gagne les élections et devient premier ministre du Québec. En politique, à l'occasion, des fois, l'idée de l'autre gouvernement est un peu moins bonne. Il y avait aussi l'économie qui avait changé dans les 3-4 dernières années. Le nouveau gouvernement dit « c'est fou raide, la sidérurgie à Bécancour, on va plutôt faire Sidbec-Dosco à Contrecœur. » De Sidbec-Dosco, le bec, là, c'est Bécancour. Et là, ils ont fusionné Sidbec-Dosco dans la ville de Contrecœur. Pas de problème. Décision gouvernementale. Mais le pont, là, c'est pas un mini-brique, là. Il s'est rejoint dans le milieu du fleuve. On ne peut pas le défaire. Les terres ont été achetées, ils n'ont pas été volées. Je pense qu'ils ont été assez bien payés, ils n'ont pas été expropriés. Donc, on s'est retrouvé comme un genre de Mirabel qu'on a entendu parler quelques années après. Beaucoup de terres achetées, il ne se passe rien. Je suis parmi les gens qui, avec plusieurs autobus scolaires, on s'en va au gouvernement du Québec. On dit au premier ministre, vous ne pensez pas qu'on s'est fait avoir un peu? On a dit ça poliment. Et on dit, laissez-nous réfléchir, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. Le gouvernement est revenu assez rapidement. À l'époque, notre ministre et député, c'était Clément Vincent, qui était aussi ministre de l'Agriculture. Alors, Clément et le gouvernement nous reviennent rapidement, quelques mois après, pour nous dire, OK, on va faire un parc industriel. Ah bon? Il n'y avait aucune idée de faire un parc industriel. D'ailleurs, le gouvernement, même aujourd'hui, 50 quelques années plus tard, a un seul parc industriel qui lui appartient, celui de Bécancour. Alors, c'est assez intéressant comme histoire. Donc, ça fonctionne. Là, mais en même temps, il y a quelqu'un au cours du premier ministre qui ont dit « Bécancour, c'est un village, ça, là. On ne veut pas se faire mener par le curé Joe Bergeron. Là.
Il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissaient Joe Bergeron dans le temps. C'était quelqu'un qui était assez avant-gardiste à plusieurs niveaux. Et ils ont dit, pourquoi qu'on ne ferait pas qu'on ne ferait pas comme la ville de Laval, là, fusionner plusieurs municipalités ensemble. Donc, ça a donné comme résultat 11 municipalités fusionnées, la ville de Bécancour actuelle. Pourquoi 11? Bien, village paroisse, Précieux-Sang, il n'y avait qu'une municipalité, 11. Puis pourquoi pas Sainte-Marie-de-Blenford? Pourquoi pas Saint-Célestin? Des gens de Saint-Pierre-les-Béquets, des gens avec qui on a des affinités? Non, ils ont dit physiquement, tous les municipalités qui vont toucher au village et à la paroisse de Bécancour feront partie de la future ville. C'est comme ça que ça a donné les 6 secteurs qu'on connaît actuellement. Tout fonctionne, on enclenche, le PAC se crée, on engage un Français comme président-directeur général, M. Édouard Légas, une grande gueule. En fait, quelqu'un qui parle... Non, je m'excuse, mais quelqu'un qui parle pas mal. Et c'est ce que ça prenait dans le temps, admettons. Raymond, j'espère que je fraude pas trop l'histoire, là, que ça se tient un peu, là, OK? Tu me diras après. Tu me diras après. Alors, on engage Édouard Légas et on lui dit, toi, là, tu vas être PDG du parc industriel, mais tu fais pas de bruit. On va te donner des millions par année. Tu vas bâtir des chemins, toutes des infrastructures d'un véritable parc industriel gouvernemental, sans voler d'usines ou d'industries aux parcs municipaux. Parce qu'au Québec, encore aujourd'hui, les parcs municipaux sont propriété des villes, des régions ou des individus ou privés. Mais le seul, et je le répète, c'est le parc gouvernemental, c'est celui de Bécancour. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Un des premiers gestes que Édouard Légas a posé, c'est bâtir le bâtiment administratif que nous voyons sur le bord de la 30. Là. Quelque chose. Là. Mais dans le temps, c'était encore plus quelque chose. La bâtisse tout seul en plein champ. Et il y avait un employé qui s'appelait Roch Duval de Saint-Angèle, qui avait un petit pick-up rouge, parce que ça donnait comme ça dans le temps, le rouge était en vogue. Encore là, vous voyez bien que c'est pas beige, là, c'est rouge. Et Édouard Légas avait un voilier, puis la plupart de son temps, Roch, lui, c'était d'entretenir le voilier, qui était dans le sous-sol du bâtiment. C'est comme ça que le parc industriel a commencé. Après ça, sont arrivées quelques industries, certaines ont commencé, d'autres ont floppé, jusqu'à l'arrivée de l'aluminerie, où là, dans les années 85, là, ça a été irréversible. Quand l'aluminerie est arrivée avec 1200 employés, on a dit, OK, le parc, là, c'est une réalité et il ne fermera pas. Parce qu'avant ça, tout le monde disait, ça, c'est une histoire de Richard, c'est une histoire de la ville, là, c'est un cossin, ça va fermer. Mais quand l'aluminerie est arrivée, et là est arrivé le développement qu'on connaît, puis les dernières années, bien, vous savez pas mal, je n'irai pas en détail, là, mais il reste quand même qu'aujourd'hui, 2700 emplois travaillent au moment où l'on se parle dans le parc. Depuis maintenant une année, nous connaissons la vocation future du parc gouvernemental. Jusqu'à maintenant, on ne connaissait pas la vocation du parc. Il y avait toutes sortes d'entreprises, ça allait du pot que vous sentez sur l'autoroute 30, avant que vous m'en parliez, et à aller à la production du luzerne, à aller à du chlore. On a des produits qui sont reliés à la bière, c'est toute une panoplie d'investissements dans le parc assez formidable. Là, maintenant, le gouvernement a décidé, ce serait l'orientation vers le développement, l'électrification des autos, les batteries et leur recyclage, et aussi le développement de l'hydrogène. Donc, une vocation nouvelle, très précise, en fonction du parc gouvernemental de Bécancour. Ça, c'est la mise en place de mon message. Maintenant, la raison pour laquelle on m'a invité, c'était pas ça pantoute, c'était dire pas de maudite minute. J'y pense tout à coup. Hein. C'est la récession. La récession, plus vous écoutez la TV, plus vous allez être mêlés. C'est compliqué, la récession. C'est quoi une récession? Bien, la récession, c'est que si tu veux manger des cerises de France, là, prépare-toi parce que le sac ne sera pas gros pour 5 piastres.
Les fruits, c'est hors de prix. L'alimentation, vous le savez, pour plusieurs d'entre vous. Sinon, vos enfants le savent avec une famille. Moi, je suis seul, là, puis ça me coûte 75$ minimum par semaine. Je suis un amateur de fruits, juste de fruits. Quand j'en trouve, des pas pires. Alors, je me dis, quelqu'un qui a une famille de 3, 4, 5 enfants, ça se peut pas qu'il mange des fruits. C'est incroyable. Alors, ça, c'est aussi une indication. Le taux des intérêts, les gens qui ont des emprunts. Alors, déjà, on voit qu'il y a une réaction à la hausse actuellement. Malgré le fait qu'ici, on est à 3,5 % dans le chômage. C'est très, très bas le chômage actuellement en Mauricie, centre du Québec. Quel impact ça aura? On ne sait pas. Sauf qu'à Bécancour, comparativement ailleurs au Québec, il y a une volonté gouvernementale, gouvernement au pluriel, et fédéral et provincial, d'un développement futur exceptionnel, unique, non prévu à court terme. Ça arrive tout à coup avec une problématique mondiale, avec une volonté d'électrification, et ils ne peuvent pas aller beaucoup ailleurs qu'ici. À cause des services établis, à cause des espaces nécessaires, et surtout par rapport à la qualité et au prix de notre énergie. Donc, nous, la récession, cette réflexion-là que vous nous permettez de faire aujourd'hui, puis tantôt on va échanger, vous allez poser des questions, c'est totalement différent de quelqu'un en Abitibi ou quelqu'un en Gaspésie ou quelqu'un même dans le nord de Montréal. On n'est pas là, pantoute ici, là. Ici, il y a tout un espoir où tout le monde dit comment que je fais pour que mes jeunes aillent travailler un jour dans le domaine des batteries. Donc, il y a tout un éveil actuellement qui va toucher l'économie, la formation de nos jeunes, la formation des gens retraités qui vont revenir au travail, la formation des gens de l'étranger qu'on va venir peut-être bien à bout de recevoir, qui vont arriver ici. Parce que ces solutions, il n'y en a pas 32. Là. On rappelle des gens au travail, on a l'immigration, et il y a une formation obligatoire pour s'adapter à ce qui va se passer à Bécancour. Les collèges, notre université, font depuis plusieurs mois des exercices, on sait, ils les font en grande partie chez nous, au parc, chez vous en fait, au parc, pour voir comment on va former les gens. Il n'y a pas personne au Québec qui peut dire « moi je connais ça les batteries ». C'est faux. Vous savez ceux qui connaissent ça les batteries? Les petits, c'est pas gentil de dire les petits, mais les Coréens. C'est les Coréens qui connaissent ça, les batteries. D'ailleurs, GM, qui est l'associé principal dans la démarche de General Motors ici? La Corée. BASF, les Allemands. Pas des deux de pique, là. Qui sont les associés principaux? Les Coréens. Pas même gang, un autre gang. Il y en a masse des Coréens. C'est 3 enfants par année. Alors, c'est comme en Chine pour le Japon. Donc, vous imaginez pas, il y en a, ils n'ont en stock, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est ceux qui sont les spécialistes dans le domaine des batteries sur le globe. À eux s'ajoutent les Anglais, Angleterre, qui sont aussi des gens dans le domaine des batteries. Or, la réflexion qu'on doit se faire ici est à votre niveau individuel. À votre niveau individuel, vous dites, écoutez, moi, j'ai des revenus fixes, j'ai une pension, j'ai ma retraite, où j'avais des investissements, et là, les prix augmentent, mon loyer augmente, mes frais fixes augmentent. Mes jeunes qui me têtaient, c'est-à-dire mes jeunes qui me demandaient de l'argent m'en demandent plus. Comment je vais faire pour résister à ça? Comment je vais faire pour subvenir à leur, pas rien qu'à mes besoins, mais à leurs besoins? Je n'ai pas cette réponse-là, mais il y a un avantage certain. Tous les jours, on reçoit au PAC, ça fait partie de mes nouvelles responsabilités, des gens qui viennent nous rencontrer ce matin, un père avec son fils qui a 20 ans. Le jeune est en secondaire 2, il ne veut plus aller à l'école, il est écœuré. Il reste chez son père. Il y a une auto que son père paye. En fait, son père paye tout, ou à peu près.
Et qu'est-ce que je dois faire pour éventuellement travailler dans le parc? Premièrement, terminer ton secondaire 5. Il travaille au Super C actuellement. C'est pas facile, hein? Sauf que chaque cas est individuel, sauf qu'il y a un espoir là que d'autres régions n'ont pas. Le gars est travaillant, semblerait. Il y a 20 ans, c'est jeune. S'il y avait 35 ans, c'est une autre histoire, peut-être. Mais ça, là, ces cas-là, nous les avons au parc, là, régulièrement. Qui il faut que j'appelle? Où est-ce qu'il faut que j'applique? Et vous savez, les entreprises, aujourd'hui, c'est plus comme c'était. Là. Ça ne marche plus par « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Ça existe encore, mais c'est des cas d'exception, honnêtement. Là. Si vous en connaissez, donnez-moi les adresses. On va faire des références. Mais c'est des entreprises maintenant, comme par exemple Aluminium de Bécancour, quand ils ont besoin de 20 travailleurs additionnels dans les cuves, ils appellent un numéro de téléphone, une agence de Trois-Rivières, puis ils disent « Ouais, je veux là 20 personnes, les cheveux blonds avec les yeux bleus, puis je les veux dans 2 semaines, lundi. » Ils vont avoir les cheveux blonds avec les yeux bleus. J'exagère, là, mais c'est comme ça que ça se place maintenant, les commandes. Donc, toute la vérification des qualifications, des compétences, ça se fait par des spécialistes, avec des tests psychométriques, et puis voir s'ils ne sont pas timbrés à l'année. Hein. Alors, il y a plein de méthodes, de mécanique. Et ils payent pour, puis ça lui coûte tant de la tête, puis bye-bye. Tu ne peux plus appliquer à une entreprise aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Mais ici, quand on réfléchit à la récession, il y a l'avantage et l'espoir qu'il va se passer quelque chose. OK. Qu'est-ce qui dit, Maurice, que, pour éviter une question, que cette fois-ci, ça va se passer? On l'entend, celle-là. Là. Les grandes entreprises que je viens de mentionner tantôt ont acheté des terrains pour plusieurs millions au moment où on se parle. Le gouvernement du Québec a décidé d'investir au sud de la 30. Juste au sud, les travaux qui sont en train de se faire, là, il y a une route parallèle, l'aqueduc, les égouts, il y aura une usine pour les eaux usées, spécialement pour les entreprises dans le domaine des batteries, qui va coûter 40 à 50 millions. Le 325 à 350 millions pour le sud de la 30, c'est de l'argent du gouvernement investi, capital action qu'appelle, avec le parc. 275 millions réservés pour le portuaire. Aménager à nouveau et ajouter un quai numéro 6 au portuaire. C'est de l'argent, là. Là, on ne parle pas des investisseurs, on parle de nous. On parle du gouvernement qui dit « Notre croyance et notre foi dans Bécancour, elle va aussi loin que presque 1 milliard d'investissements. » C'est incroyable. Et là, on n'a rien vu, là. Le trafic, la circulation, préparez-vous là, à m'appeler, là, parce qu'il va en avoir tantôt. Là. Ouf! Et en même temps, on répare le pont La Violette. Là. En même temps, heureusement, on va doubler la 55 vers la 20, ce qui va nous ramener, rapprocher des gens de Drummond d'une quinzaine de minutes, ce qui va être avantageux. Donc, beaucoup de travailleurs de Victo, de Drummond, Shawinigan, Trois-Rivières, les 2 régions, on devient, malgré les volontés, une seule et même région, préoccupée par ce qui se passe à Bécancour. Ça, qu'est-ce que ça va avoir de réaction sur vos portefeuilles? Personne ne peut le dire, honnêtement. Sauf qu'il y a une ouverture de projet, une perspective de développement énorme en ce qui concerne Bécancour. Ça a un impact, évidemment, avec la ville de Bécancour. Parce qu'en fait, le parc industriel, tout ce qui est le parc industriel, sauf la sécurité civile, protection d'incendie, et l'eau potable, tout relève du parc. Dans le parc, les rues ne sont pas des rues publiques. Les rues appartiennent au parc. Tout l'entretien dans le parc, le déneigement, tout ça, relève du parc. Et on a presque doublé les emplois là, depuis 1 an et demi. On avait un ingénieur, là, on n'est plus capable de les compter à force qu'il y en a.
Et c'est ça. On est en plein développement. Et tout le côté formation, le côté service public, ça, c'est des rencontres qu'on a continuellement avec la ville. Ça va prendre des restaurants, ça va prendre des résidences, ça va prendre... Mais le monde des affaires réagit rapidement quand il voit la possibilité de faire une pièce. Faites-vous-en pas, là. On n'est pas absent à Bécancour des gens d'ailleurs. Là. Les gens d'affaires, là, vous avez juste à regarder certains secteurs dans la ville en développement actuellement. Là. Le secteur Saint-Angèle, par exemple, autour du Mont-Bénil, là. Il n'y a pas bien longtemps, là, si ma mémoire est bonne, là, en bas, là, c'était des champs. Là. Bécancour, ici, beaucoup de développement domiciliaire actuellement. Là. C'est en train de réagir et ça va réagir inévitablement sur Gentilly, sur Sainte-Gertrude. C'est ça la réalité. Précieux Sang qui est tout près de la 55. Là. Alors, il y a tout un projet d'avenir à Bécancour qui permet d'être très positif pour ce qui est de ce qui devrait nous arriver comme futur à nous et quel devrait être l'impact au niveau financier. Individuellement, ça ne règle pas vos revenus, ça ne règle pas vos intérêts fixes, mais ça peut aider votre succession, par exemple. Les jeunes qui arrivent actuellement, ici, il y a de l'espoir, fondé sur des faits, sur des choses avec beaucoup de précision. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà un peu le scénario là, qui résume un peu. Malheureusement, il n'y a pas de réponse à ta question principale, Nathalie. Mais l'impact, elle ne peut pas être totalement négatif si tu sais comment t'impliquer, puis si tu as les bons contacts et si tu fais les bonnes démarches et tu orientes bien ta relève, tes jeunes chez vous, les gens avec qui vous êtes en contact, et de bien les orienter. Et il y a une chance dans le domaine ici, là, c'est que ce n'est pas tous des professionnels qui ont besoin. Il y a beaucoup de manipulation dans la production des batteries. Beaucoup de manipulation. Et c'est d'ailleurs pour ça que le domaine des batteries, ils ont besoin d'immenses terrains. C'est que c'est linéaire. Tu sais, par exemple, quand vous fabriquez une auto, il y a une carcasse, et tu as quelqu'un qui met les miroirs, tu as quelqu'un qui met les pneus, mais ce quelqu'un-là, il ne peut pas être dans la même pièce. Il est sur le long. Ça commence en quelque part, puis sort une auto terminée à l'autre bout. C'est le même principe avec les batteries. Ça commence et ça se termine avec, physiquement, dans notre tête, une batterie. C'est une batterie pour ta flashlight ou une batterie pour ton auto. Là. C'est pas tout à fait ça aujourd'hui. Là. Parce qu'aujourd'hui, les batteries, vous avez aujourd'hui les autos électriques, les bornes. Il y en a un peu partout, là. Et là, à moins 30 en bas de zéro, par exemple, il y en a qui ont trouvé que ça allait moins vite, là. Mais ça ne fait rien. Il faut qu'elle soit pluguée. Vous avez pour vos cellulaires, pour les cellulaires, maintenant, moi, chez moi, je n'ai pas besoin d'y mettre quelque chose dans le derrière. Je n'ai pas besoin de le pluguer. Et j'ai une plaque sur ma table, puis je mets ça dessus, puis tout de suite, ça charge. Ce sera le même principe pour les autos. C'est en expérimentation en Europe actuellement. Donc, ce que vous allez voir partout dans les stationnements, comme il y a des espaces pour les personnes, il n'y a pas de comparaison que les personnes handicapées, il va y avoir des espaces pour recharger ton auto, à terre, que tu ne verras pas, là, que tu vas pouvoir déneiger par-dessus, c'est pas grave, je ne sais pas quelle couleur, là, rouge, admettons, bon, des espaces. Et il y en a qui vont dire c'est parce qu'il a été député libéral, mais non, c'est que j'aime le rouge. J'ai le droit, j'aime le rouge. Alors, donc, il va y avoir des espaces peints en rouge. Ça veut dire que tu mets ton auto dessus, puis boum, boing, boing, ta batterie se recharge automatique. Comme ça se fait actuellement pour les cellulaires. Et on n'est pas loin de ça. Et ça, il va en avoir plein partout. Alors, donc, ça va très, très rapidement, là, actuellement. Le développement de la technologie, là, c'est incroyable. Alors voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop découragé. mais je peux vous affirmer, nous, tous les semaines, on va recevoir un autre groupe vendredi, tous les semaines, on fait affaire, nous, avec des gens d'ailleurs dans le monde. Et c'est formidable. Ces gens-là ne pensent pas comme nous, là, réagissent pas comme nous.
La majorité, premièrement, sont très ponctuels, ce qui n'est pas le cas des Québécois, très, très ponctuels. Et, ah oui, puis la pause café, c'est 15 minutes, c'est pas 16 minutes, c'est 15 minutes. Ils sont excessivement rigoureux et c'est assez particulier. Ces gens-là, Henri Boudreau, c'est ça, parce qu'on a rencontré souvent des gens de l'étranger quand il était à la Société d'État. Et ça, c'est notre quotidien, là, au Pâques. On ne voit pas ça parce que les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe dans le Pâques. Puis en même temps, ce n'est pas public non plus. Ça fait partie du... on les reçoit avec le drapeau de leur pays, avec, s'ils aiment des cachous, on essaye d'en avoir. On trouve les trucs, s'ils aiment le chocolat, comptez sur moi, ils vont en avoir. Et il y a plein d'éléments qui font, et ça fait partie de mon travail plus particulier à moi, là, les détails techniques. Mais c'est ça la différence souvent, et qu'ils retiennent, c'est la façon dont ils sont accueillis au Québec. Donc on devient un peu, le Parc de Bécancour, et de plus en plus, comme un endroit d'ambassade ou de consulat. On reçoit des investisseurs et c'est intéressant. Alors voilà, inutile de vous dire que mon travail me passionne, et même si c'est à demi-temps actuellement, là, c'est intéressant et c'est fascinant. Et c'est surtout fascinant d'être là au moment où ça se concrétise. Les trois que je nommais tantôt là, ont participé à développer Bécancour, mais là, aujourd'hui, tu vois les résultats d'un investissement total. Là, tu sais, là. Parce que tu as ça, parce que tu as ça, parce que tu as ça, on va chez vous. Ah bon? OK. Et je dois vous dire qu'on est avantagé. Il n'y a pas de comparaison au Québec autre que Bécancour pour accueillir des investissements majeurs. Alors, si vous avez des questions, même indiscrètes, gênez-vous pas. Oui, moi, un des avantages que je vois pour nos communautés, pour tout ce qu'on a besoin au niveau humain, notre évêque qui est arrivé, qui est un nouvel évêque, va aussi importer ou faire venir des prêtres d'ailleurs. Donc, ça veut dire que je pourrais avoir un jour un vicaire. Ça, c'est une bonne nouvelle, si ça continue, comme on dit. Mais c'est une blague, mais ma préoccupation, c'est que, bien sûr, ces gens-là vont avoir des bons salaires, mais au plan humain, au plan ce qui fait qu'on est heureux d'avoir un bon travail, il y a plein d'autres éléments qu'on a besoin. Est-ce qu'il va y avoir aussi des répercussions, des subventions pour entrer de Bécancour, pour des projets qui vont faire que ces gens-là vont pas juste avoir une bonne paye, mais on va avoir le goût de rester, puis ils vont être heureux de vivre parmi nous, puis pas juste à Trois-Rivières, mais ici aussi. Oui. En fait, ils ont tous la préoccupation de s'impliquer. Donc, chacune de ces grandes entreprises-là vont avoir à s'impliquer dans des dossiers qui ont des caractères sociaux. Démontrer qu'ils veulent être partie prenante du milieu. Et ils ont toute cette préoccupation-là. Autant les gens de la Corée que les gens des Allemands, ils sont intéressés à être partenaires, puis à développer, puis à être dans le milieu. Donc, inévitablement, nos mouvements sociaux, nos organismes, comme le nôtre, comme la corporation aussi historique, vont être en contact avec ces gens-là et vont avoir des partenariats avec eux, inévitablement. Inévitablement. Et tous le Fait acadien, le Quai de Saint-Angèle, le Moulin-Michel, le Parc de la Rivière-Gentille, pour nommer ceux-là, vont inévitablement être en contact, ils le sont déjà dans certains cas, pour être aidés financièrement et l'entreprise démontrer qu'elle veut s'impliquer dans le milieu. D'ailleurs, elle reconnaît l'avantage d'avoir des employés à proximité. Et elle questionne beaucoup le fait qu'on soit un pays avec un hiver. Oui. Ils ne sont pas habitués aux 4 saisons nécessairement. Alors, c'est quoi les 4 saisons? Est-ce que je peux couler du ciment en mer? Est-ce que ça va retarder mon développement? Est-ce que ça va retarder mes employés? Parce que moi, je vais produire 24 sur 24, 7 sur 7. Est-ce que le fait qu'il y a un pont, est-ce que les employés, si le pont ferme, on fait quoi? Ces questions-là, ils les posent. Ils les posent actuellement. Et ça, avec la ville, avec la MRC, il y a ce lien-là. Puis au niveau de la formation, c'est avec nos collèges, privés et publics, et notre université.
où il n'y a pas une rencontre, il y a des groupes de rencontres continues actuellement pour mettre en place tous les équipements. Et la question qu'on nous a posée, puis il faut qu'on commence à nous donner la réponse, c'est quoi vos besoins? Et comment on va former les cohortes? Dans quel délai? De quelle façon on va former les cohortes des travailleurs? Et on sait aujourd'hui que les travailleurs, c'est plus comme vous pensez. Là. On ne va plus à l'école derrière le bureau. Vous travaillez maintenant en entreprise, vous êtes payé en travaillant, puis on vous donnera votre diplôme aux 15 minutes de break. L'histoire d'acheter un chapeau des airs, ça va disparaître, ça va être des vieux films. C'est plus comme ça que ça marche. Donc maintenant, les entreprises veulent des gens qui vont adapter à leurs besoins rapidement. Et bien comme un jeune, tu sais, quand tu dis un jeune, tu vas faire que tu étudies 3 ans de temps. Et bon, prépare-toi à payer, là, parce qu'il va vouloir avoir des revenus. Là. Mais c'est plus ça aujourd'hui. C'est que la formation va devoir se faire par notre université, par nos collèges, en milieu de travail. Tu sais déjà, on se rappelle de ça, on a déjà eu des rencontres ensemble avec des groupes d'étudiants. C'est ça maintenant, plus jamais. Puis plus tu fais affaire à l'international, plus tu fais affaire avec des gens qui veulent être emploi-travail. Ça veut dire emploi-travail, emploi-revenu. Pendant que tu étudies, ils t'assurent que tu vas faire l'affaire. Si tu ne fais pas l'affaire, ils vont te chercher un CD. Tu iras chez McDo. Mais ça, c'est la mécanique qui est maintenant mise de l'avant et puis qui est reconnue et qu'on est en train de développer en région ensemble. Oui, parce que ça va être des milliers d'emplois, des milliers de travailleurs, construction et des milliers de travailleurs, emploi pour production. Oui, et... Bien, justement, déjà, nos communautés ont perdu une bonne partie de leur caractère rural. Là. Qu'est-ce qui va en rester au terme de tout ça, là, dans, je sais pas moi, un horizon de 5 ans, 10 ans? Des choses qu'on apprécie, là, d'être en périphérie de la ruralité, si on veut. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais ça va relever de nous. De quelle façon on conserve notre histoire, de quelle façon on la développe, de quelle façon on développe nos commerces de proximité, nos attractions touristiques, nos éléments historiques, de quelle façon on les conserve. Ça va être à nous de défendre ça à notre façon et à la valeur des dossiers aussi en même temps. Il ne faudra pas tout défendre. Donc ça va faire partie de notre préoccupation. Ça change nos orientations. On ne peut pas développer, puis ça dérange personne. Tu ne peux pas développer. Un exemple que j'ai sous les yeux, Saint-Angèle, le quai Saint-Angèle. Tout le monde applaudit, c'est fantastique. Il y a quelqu'un, de temps en temps, qui dit que 10 heures le soir, il entend encore la TV de quelqu'un. C'est sûr. Puis une fin de semaine, ben là, il y a un petit peu plus de trafic, puis il y en a qui sont sur le trottoir. Ça fait partie de la game. Alors, c'est ça la réalité. Je suis collant, mais ça c'est près de la vérité. Donc, mais en même temps, si tu trouves le truc de développer, le café à Saint-Angèle, ajouter d'autres services, ça s'ajoute à l'élément touristique, et là tu reçois des groupes de l'extérieur, ils ont de l'intérêt de passer toute la journée chez vous, ils peuvent avoir l'intérêt de coucher chez vous, faire une nuitée, et là c'est rentable pour nous. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des projets qui se sont développés, puis il y a de l'attractivité, puis il y a de la clientèle. Tout ça, ça se tient. Mais tu as raison, François, ça va être relié à notre préoccupation. Ça, c'est pas le projet qui va faire ça. C'est nous. Malgré que d'une certaine façon, ça va. Si on prend le cas de Saint-Angèle, il y avait des hôtels à Saint-Angèle du temps de la traverse. Oui. On a perdu des choses qu'on va retrouver. En tout cas, c'est un hôpital aussi. Là. Ah oui, absolument. Quand tu connais l'histoire, il y avait 4 hôtels à Saint-Angèle. Puis il y avait 6 ou 7 garages. Ben oui, parce que tout le monde se trouvait en attendant le bateau. Non, mais tu sais, je veux dire. Puis tu avais des taxis. Plusieurs familles de taxis à Saint-Angèle. Ben oui, tu vas aller au bateau. Des postes à gare, absolument. Puis là, maintenant, il n'y en a plus. Il y en a avant. Il y en a de chaque côté. Mais tu as raison, François. Mais ça, c'est notre réflexion à nous qui va interpeller tous nos organismes. De quelle façon, maintenant, on prévoit ça? On n'est pas contre ça. De quelle façon on aménage en conséquence de ça? Ça relie à ta question. De quelle façon le milieu
se développe avec ces projets futurs chez nous. Oui, En fait, c'est un peu dans ce sens-là que j'allais. Au niveau urbanisme, est-ce que le parc va travailler avec la ville pour développer des écoles? Est-ce que c'est déjà tout ça? Est-ce que c'est dans le plan? Ah oui. Comment on va faire pour pouvoir supporter Ah oui. cette clientèle-là? Tout à fait. D'ailleurs, il y a des réunions continues tous les semaines, la ville et le parc et la MRC, pour prévoir le schéma d'aménagement, la réglementation de la ville, de quelle façon la ville va permettre peut-être des constructions temporaires pour la période de construction, de quelle façon. En plus, maintenant, avec toute la préoccupation du zonage agricole, les gens vont devoir, malgré eux peut-être, arrêter d'avoir des grands terrains. La contrepartie, si tu n'as pas des grands terrains, tu peux monter vers le ciel. On va voir de plus en plus des terrains étroits, mais des constructions à hauteur. Ce qu'on voyait moins avant. Mais ça fait partie du défi de développer aujourd'hui. La ville de Bécancour a ce défi-là aussi, parce qu'une partie de ses revenus majeurs, la ville, c'est le parc. Donc, actuellement, la ville investit pour des infrastructures, mais tantôt, le cash va rentrer. Ça va être des revenus. Parce que le parc ne fait pas de taxation. Le parc, lui, ses revenus, c'est pas compliqué. C'est le maritime, le port, le principal revenu du parc. On vend des terrains une fois de temps en temps. On vend de l'eau industrielle. Puis on a quelques bâtiments en location. C'est tout. On ne choisit pas de taxes. Tous les taxes vont à la ville de Bécancour. Mais tu as raison, René, ça fait partie, ça, de... Mais je t'affirme, il y a un lien très étroit, pas demain, présentement, et depuis hier, depuis plusieurs mois maintenant, avec la ville et la MRC. Il y a même des comités continus. Comment maintenant, avec le nouveau directeur général de la ville, avec le nouveau conseil municipal, Mme la mairesse, on a un lien continu. Comment on gère ça actuellement? Un complémentaire. Oui, complémentaire et après. Je disais, Monsieur le Président, complémentaire. Nous, ici, dans la région, ce qui fait la paroisse du Siféret-Moreau, nos 4 communautés, avec les réflexions des gens, on a décidé, avec le Fabrique, de donner une vocation à nos communautés pour donner, pas des services, mais des expériences. Je pense à la sacristie, à Sainte-Gertrude, on a ouvert un café où il vient des gens, je ne sais pas si c'était passé déjà, et on a un projet d'éco-musée, on attend pour avoir les sous et tout ça. Mais alors, je trouve que c'est une belle approche de dire, s'ils veulent s'installer dans notre milieu, on va leur offrir aussi des expériences humaines qui vont faire que s'ils veulent un peu plus de rural, ils vont peut-être s'installer à Sainte-Gertrude où il y a des fermes proches, puis leur travail proche. Moi, mon souci, c'est qu'on garde nos gens ici, qu'on leur fait vivre une expérience, puis on sait que, tu sais, la foi, c'est universel. Si je parle du côté allemand, il y a beaucoup de gens qui sont aussi croyants, comme on l'est nous autres aussi. Alors, on veut leur offrir, pas juste des églises, mais des communautés vivantes qui vivent des expériences. Fait que ça, pour ça, je disais, on va avoir sûrement de l'aide pour des projets qu'on va présenter. J'imagine qu'ils vont être de cet ordre-là pour garder une humanisation de nos milieux. Je pense que la réponse à ça, clairement, c'est oui. Et l'intermédiaire principal va être la ville. Oui, c'est ça. Absolument. Parce que la ville, ce sont ces organisations. Ce n'est pas une question de possession, mais ce sont les bénévoles de la ville. Puis, il ne faut jamais perdre de vue que tu as 3 personnes sur 10 qui, par instinct, aiment le milieu rural et semi-rural, que nous avons ici, chez nous. Là. Donc, ça, là, c'est certain que c'est encore plus vrai avec des gens de l'étranger. Ça veut dire un cégep, peut-être aussi? Oui, absolument. Ouais. Nos cégeps sont impliqués actuellement dans toute la réflexion de développement et de formation, évidemment. Avec l'affluence du trafic là, qui vient de Drummondville et de partout, on double la 55, mais est-ce qu'on pense aussi à doubler la 30? OK. Si vous posez cette question-là à quelqu'un qui est au gouvernement, avec raison, on va vous dire que ce n'est pas dans le programme pour l'instant. Mais ce n'est pas vraiment comme ça, on vous dit que ça marche vraiment dans la réalité. C'est qu'actuellement, au MTQ, ministère des Transports du Québec, avec notre député, avec notre ministre, qui est M. Pierre Fitzgibbon, en passant,
Inutile de vous dire que c'est quand même un ministre qui a une certaine influence au gouvernement du Québec. Mme Brochu a compris ça à Hydro-Québec. Dernièrement. Mais pour nous honnêtement, sans faire de politique, c'est un avantage d'être directement relié à M. le ministre. D'ailleurs, il était ici plusieurs jours, il est venu régulièrement, pas 15 minutes, passer des demi-journées, des journées complètes. Donc, pour le gouvernement, c'est un projet majeur actuellement. Le doublement de l'autoroute 30, premièrement, l'autoroute 30, c'est une question de sécurité qui va arriver tantôt. Plus vite, tantôt que trop tard, rapidement, pour deux raisons. Le chemin de fer. Premièrement, le chemin de fer où il va être possiblement doublé ou peut-être triplé pour traverser la 30. Et un chemin de fer, au départ, ça ne monte pas sur quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est la 30 qui serait surélevée pour passer par-dessus les voies de chemin de fer. Parce que dans le projet de développement du sud de la 30, il y a aussi une nouvelle ligne de chemin de fer en bas de la côte, pour les gens qui connaissent ça, comme plus au sud, si on veut. Tout en bas de la côte qui va à Saint-Votre, le chemin de fer. Une nouvelle ligne de chemin de fer pour desservir les clients du sud de la 30. Mais ça, ce chemin de fer-là, il faut qu'il soit relié au port, il faut qu'il soit relié à la partie actuelle du parc. Donc ça, au départ, la voie de dessert qu'on est en train de compléter, qui est parallèle à la 30, pour que tout le trafic de construction et d'opération de ces entreprises-là sur la 30 n'ait pas à toujours sortir sur la 30. Donc, il va y avoir aussi un rond-point qui sont en train de vérifier, un ou deux ronds-points, possiblement un où sont nos bureaux, où vous vous situez là. Ça, le ministère est en train, depuis tout près d'un an, de préparer des scénarios, des options présentées à M. le ministre. Il y aura des décisions à prendre. Et dans les décisions, éventuellement, le doublement d'une route ou d'une autoroute, c'est toujours en fonction de la circulation. Ça ne diminuera pas la circulation, ça va augmenter. Ça, c'est très clair. Maintenant, on comprend que quand le gouvernement décide, les délais sont pas mal plus courts. Donc, à votre question, je n'ai pas de réponse de oui demain matin. Est-ce qu'un jour, nous verrons la 30 doublée? Ma prétention, je suis jeune, je pense que oui. J'aimerais peut-être mentionner, puisque tout à l'heure, vous avez dit que tous les services sont assurés, le maintien, l'entretien des routes, et tout ça dans le parc, par le parc, la société du parc. Ça serait peut-être pas de mentionner qu'on est compensé, le parc était compensé par la ville avec une entente d'entretien. Au lieu de la ville faire l'entretien, on partage les coûts. Oui, en fait, historiquement, quand le parc a été formé en 1968, à l'époque, la ville de Bécancour, qui venait d'être formée, on s'appelle 3 ans avant, en 1965, la ville de Bécancour, dans le temps, très peu de gens avaient de l'eau de haute qualité. Les seuls qui avaient de l'eau de haute qualité, c'était Gentilly, qui avait des sources. Encore aujourd'hui, le tiers de la consommation de mémoire de notre secteur de Gentilly, c'est encore les sources qui s'en vont dans l'eau municipale. Mais c'était de faire l'aqueduc municipal partout sur le territoire. C'était d'aménager des réseaux routiers où beaucoup de nos rangs, de nos routes étaient dans le bout au printemps. C'était incroyable. D'asphalter le réseau. C'était de former toute l'administration municipale de ces 11 municipalités-là à l'avantage en passant des citoyens de Bécancour. On peut l'affirmer aujourd'hui encore plus, après 50 ans. Avec les taux d'intérêt qu'on connaît, avec les taxes que nous avons. Mais à l'époque, le gouvernement avait dit, OK, l'entretien du parc, normalement, c'est la ville qui aurait dû faire ça, puis devenir propriétaire des routes. Mais la ville était déjà pas poignée avec plein d'autres problématiques. Alors, dans le temps, on dit, la ville va plutôt payer le parc pour entretenir le réseau routier dans le temps. Et il y a eu une entente avec la ville, tu as raison, Annie, où la ville, encore aujourd'hui, paie près de 700 000 $ par année. C'est un budget de 30 millions, on n'en avons pas, là. Mais paye un montant pour entretenir le réseau du parc. En fait, le parc a comme un contrat d'entretien, d'énergement, entretien routier. C'est encore vrai aujourd'hui. Ça va peut-être être moins vrai demain, parce qu'il faut renégocier ça
de façon différente, parce qu'oublions pas que les revenus de la ville, 43% des revenus de la ville, c'est le parc. Oui, effectivement, il y a encore cette aventure au moment où on se parle. Oui. J'aimerais revenir sur le doublement de la trame. Oui. On entend souvent l'argument que c'est la fréquence, le nombre d'automobiles ou de camions. Je pense que Bécancour est vraiment exceptionnel. C'est qu'il circule sur l'autoroute de l'hydrogène, Oui. du chlore, de la soude plastique, du peroxyde d'hydrogène. Ça, c'est unique. La dangerosité du transport sur l'autoroute est bien différente de ce qui peut se passer dans d'autres villes. Donc, cet élément-là devrait avoir une pondération très forte par rapport à où le gouvernement doit investir pour doubler les autoroutes. C'est pas juste une question de quantité d'automobiles, mais de qui circulent sur l'autoroute. Oui, tu as raison. D'ailleurs, dans l'argumentaire actuellement du parc et de la ville, ces éléments-là sont à la base de la discussion. Effectivement. Maintenant, à quel rythme on va avoir les autorisations, quel rythme ils vont dégager les sommes. Comme là, depuis 1 an et demi, les sommes que j'ai mentionnées tantôt, là, de 325 millions, de 275 millions, là, il y a 2 ans, ça n'existait pas. Là. Ça existe. Ces argents-là sont décaissés, qu'on appelle. C'est incroyable. Donc, qu'un jour on dise, ça va prendre X dizaines de millions pour doubler le. D'ailleurs, en passant, l'espace appartient déjà au ministère des Transports du Québec. Le ministère n'a pas acheté l'espace pour doubler la tente. Déjà, on est possesseur des espaces pour le doubler demain matin en disant si on a les budgets. Il n'y a pas de montagne à déplacer non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas à ma connaissance. Autre question? Oui, madame. Un commentaire, Damien, ton Boston 2. Pardon? Mais Raymond, je fais toujours attention pour ne pas choquer. Tout ça pour vous mentionner que je pense que Bécancour, vous êtes, nous sommes, dans une situation qui est privilégiée par rapport à notre présent et à notre futur immédiat. On peut avoir cette prétention-là actuellement ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui vont choper, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investissements qui pensent qu'ils vont venir, qui vont changer d'idée, ça se peut très bien, mais ça fait partie du monde des affaires. Puis notre compétiteur maintenant, c'est pas Shawinigan, c'est pas Toronto, c'est le monde. C'est le monde. Puis on est dedans. Il faut être plus dedans que nous autres actuellement à l'échange. Tout ça pour vous dire que je continue le travail et j'aime ça. C'est un plaisir d'être partenaire avec vous dans la démarche d'information. Maurice, mon veston est rouge. Merci. Moi, j'accueille Maurice. Je veux juste vous dire qu'on est en Saint-Valentin. Oui, c'est correct, c'est vrai. On a eu vraiment un bon moment. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On a reçu beaucoup d'informations. Un voyage dans le temps. On a parlé d'hier, aujourd'hui et beaucoup de demain. Puis le message, on a d'espoir. Je pense que notre région, on est dans une région prospère. Alors, merci beaucoup, Maurice. C'est notre premier café causerie. Puis je pense que c'est démarré en force. J'apprécie beaucoup que tu aies accepté mon invitation. Tout le monde est bien heureux également. Et aujourd'hui, l'activité est en collaboration avec la paroisse. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Gilles Lapointe. Gilles, va-t-il D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. On demandait à Nathalie, avec Nathalie, combien on aurait de monde. Moi, je me disais, si on devait 25 pour partir, écoute, c'est pas un souci. Mais je pense que vous êtes, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui prenait tantôt les... 45. C'est déjà un signe de ce que tu nous as dit de l'avenir. On va vous demander, si vous le souhaitez, est-ce que vous avez aimé d'abord l'activité? Oui.
On a commencé en grec, comme Nathalie vous a dit. Moi, je suis habillé en bleu et en noir. C'est un peu on aimerait vous entendre sur quels sont les sujets lors des prochains cafés causeries qu'on aura une fois par mois. Si jamais c'est vraiment un grand succès, peut-être toutes 3 semaines. Là, j'avance. Moi, je suis comme ça. Alors, peut-être communiquer avec Nathalie, je sais, à la fin de la rencontre, venir nous les dire. Il y a nos amis du conseil d'administration qui sont ici, qui peuvent prendre nos suggestions. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde lors de ces causeries-là qu'on fait l'après-midi? Alors, tout est possible. Alors, il s'agit de l'avoir d'avance pour organiser les choses. Alors, moi, actuellement, j'écoutais Maurice sur l'avenir de Bécancour, tout ça. L'évêque nous consulte à savoir est-ce qu'on veut continuer, parce que mon mandat se termine. Et je suis trop jeune pour la retraite. Enfin, si les gens un jour me le disent. Peut-être que j'irai travailler à une usine de batterie, je ne sais pas. Ça va fournir la salaire d'apprendre, je sais pas. Mais moi, en tout cas, ça me donne le goût de continuer, d'être ici le plus longtemps possible, parce que vous êtes une communauté extraordinaire. On vous fait des invitations, vous venez. On vous demande d'agir, vous agissez. Et ça, c'est tout à notre honneur du Grand Bécancour, parce que chaque fois qu'on demande des choses, qu'on présente des nouveaux projets, pour garder notre milieu le plus humain, on parlait de ruralité, moi, j'aime ça parler de milieu humain attrayant, où on a des services, où on a des commerces de proximité. Vous m'entendez souvent dire, économisez pas 2 piastres pour aller chez Walmart, on en a une pharmacie ici. C'est aussi direct que ça, sans fioriture. Mais félicitations, parce qu'il y a beaucoup d'avenir. Et nos jeunes aujourd'hui, parce qu'on en côtoie beaucoup, ben, ils vous regardent vivre. Et c'est ça qui leur donne le goût, bien sûr, l'emploi, mais de rester pas rester de l'autre côté, mais de rester dans un milieu qui est humain, qui est accueillant et qui offre toutes sortes d'expériences. Pas juste des services, mais des expériences de vie qui nous permettent d'être heureux à Bécancour. Alors, comme disaient les anciens curés, c'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci encore et merci de façon spéciale à Maurice qui nous a fait quelque chose de formidable, qui est enthousiasmant aussi pour les générations à venir, pour vos enfants, vos petits-enfants qui vont peut-être venir et revenir s'installer dans notre région. Merci beaucoup de votre participation et à la prochaine fois. Je finis toujours 2 fois, là, j'oubliais. Je suis comme la poule. Cette conférence-là sera, avec la permission de nos amis de Télécœur, sera retransmise sur Média Espérance. Je vous invite à vous abonner. C'est notre média local, média avec un S, qui diffuse du contenu comme aujourd'hui, des trucs originaux, plein de choses, justement, pour alimenter votre espoir et votre bonheur, et créer du beau et du bon. Et il y aura la conférence de Maurice, et j'annonce tout de suite qu'il y aura une entrevue, puisqu'il me dit oui, que j'irai faire à son bureau avec mon caméraman, pour justement prendre ça aussi, aller toucher la passion. Il nous en a glissé un petit mot, là. Mais on va découvrir l'homme qui est Maurice, l'homme qui est derrière tous ces grands projets. Alors il me dit oui, fait que bientôt sur nos écrans. Alors, il y a du café, il y a des galettes, puis des petits cocktails. Alors, si vous voulez rester, qu'on puisse discuter ensemble. C'était-tu correct pour toi, François? Très correct.